Bonjour. Donc, je vais vous parler en fait d'une partie du projet ANR Drosonet qui porte sur les réseaux sociaux chez la drosophile et plus particulièrement sur la diffusion d'une information au sein d'un groupe de drosophiles. Donc ce projet en fait combine une approche expérimentale et une approche analytique avec construction des réseaux sociaux. Donc moi je vais vous parler de l'approche expérimentale avec les questions qu'on se pose dans cette ANR. Et Christian vous parlera ensuite plus de l'approche modélisation proprement dite et réseaux sociaux. Donc ce projet cherche à déterminer des mécanismes de transfert de l'information au sein d'un groupe. Quels sont les mécanismes qui permettent justement la diffusion d'une information sociale au sein d'un groupe. Et pour ça, on va chercher à identifier des patterns d'interaction sociale qui pourraient expliquer justement cette transmission sociale. Et aussi, on va chercher à étudier l'influence de facteurs génétiques, sociaux et environnementaux sur la transmission de l'information. Et donc, un peu le but ultime serait d'établir en fait une relation entre la structure du réseau social et l'efficacité du transfert de l'information, ou notamment la présence ou l'absence d'une transmission d'information. Donc ceci en fait peut se résumer en 3 questions. Donc on va chercher à étudier comment la structure d'un groupe peut affecter la transmission sociale. Comment cette structure du groupe va affecter au niveau individuel l'apprentissage social des individus au sein du groupe. Et est-ce qu'on va pouvoir prédire par rapport au réseau social s'il va y avoir transmission ou non de l'information. Donc pour ça, on utilise le modèle de la drosophile, Drosophila melanogaster. Des études ont montré qu'elle utilisait l'information sociale et aussi l'apprentissage social pour adapter son comportement à son environnement. Et donc cette espèce va aussi nous permettre de faire des modifications génétiques et d'avoir aussi une étude plus neurobiologique, avec de grandes possibilités de manipulation génétique et neurobiologique. Et aussi, en dernier lieu, la drosophile va pouvoir nous permettre aussi de composer des groupes à notre bon vouloir, sans limite au niveau des changements des groupes, des individus au sein des groupes, et des modifications du groupe. Donc nous, on s'est intéressé à un comportement particulier qui est le choix du site de compte, et on a montré qu'il pouvait y avoir une transmission sociale d'une préférence pour un site de ponte au sein d'un groupe de drosophiles. Donc pour ça, on a réalisé le protocole suivant, qui est en fait notre protocole de base, où dans un premier temps, on va former des femelles qu'on appelle des démonstratrices à aller pondre spécifiquement sur un site de ponte odorant. Donc pour ça, en fait, on place 8 femelles en présence d'un milieu de ponte dégageant une odeur de banane, et un milieu de ponte dégageant une odeur de fraise. Et dans l'un des milieux, on va rajouter un stimulus aversif, la quinine. Donc ces femelles vont associer en fait ce stimulus aversif à l'odeur ici de banane et apprendre à éviter ce milieu et à les pondre sur l'autre milieu. Donc après avoir formé ces démonstratrices, on va introduire dans la boîte 4 femelles naïves, qui n'ont eu aucune expérience avec les odeurs et avec la quinine. Et ces individus naïfs sont appelés des observatrices. Et on va remplacer les 2 milieux, par 2 milieux de ponte, mais cette fois sans odeur et sans quinine. Donc on laisse interagir les individus, démonstratrices, observatrices, ensemble, durant ce qu'on appelle une phase de transmission sociale. Et ces individus vont pouvoir aussi pondre sur les 2 sites de ponte, mais ces 2 milieux de ponte n'apportant aucune information puisqu'ils ne sont pas odorants. Donc dernière précision, ici on a une majorité en fait de démonstratrices par rapport à une minorité d'observatrices. Donc ensuite on va réaliser une phase de test
pour voir si les observatrices justement ont appris des démonstratrices. Pour ça, on les sépare des démonstratrices et on les place avec un milieu avec de l'odeur de banane et un milieu avec de l'odeur de fraise. On les laisse pondre et donc pour voir si elles montrent une préférence pour un site de ponte, on compte les œufs sur chacun des milieux et on va calculer ce qu'on appelle un indice de performance. Donc cet indice de performance s'est montré significativement positif, ce qui veut dire que les observatrices montrent une préférence pour un site de ponte et donc pour le même site de ponte en plus que les démonstratrices. Donc ce qui signifie qu'il y a bien eu une transmission sociale des démonstratrices aux observatrices d'une préférence pour un site particulier. Donc comme durant la phase de transmission sociale, il n'y a pas de milieu odorant, on peut donc en conclure que les observatrices, pour apprendre socialement, n'utilisent pas la position des démonstratrices sur un milieu particulier. Et on peut aussi conclure que ces observatrices n'utilisent pas de facteurs sociaux, comme par exemple la présence de phéromones d'agrégation sur un milieu particulier qui pourrait induire de l'apprentissage. Donc en fait, pour cette transmission sociale, les interactions entre individus semblent nécessaires donc, pour induire l'apprentissage social. Donc maintenant, une question qu'on se pose, c'est dans quel contexte un individu va utiliser justement l'information sociale. On sait que l'utilisation des informations dépend des avantages qu'il procure à un individu, comme par exemple si dans un cas l'information sociale va être moins coûteuse en termes d'énergie dépensée. Donc des modèles théoriques ont été élaborés pour prédire quelle stratégie un individu devrait adopter suivant le contexte social dans lequel il se trouve. Et une de ces stratégies, c'est d'être sélectif par rapport à la source de l'information sociale, c'est-à-dire par rapport à l'identité de l'individu auprès duquel on va extraire de l'information. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à la question qui copier. Donc pour ça, on a pris en fait deux variants alléliques du gène foraging, donc présents naturellement chez la drosophile, et on a pris deux lignées sélectionnées, donc pour chacun des allèles, donc la lignée rover et la lignée sitter. On sait que, donc, comme son nom l'indique, le gène foraging induit des modifications quant à la recherche, quant au comportement de recherche alimentaire. Et en fait, les individus rover vont avoir tendance à bouger continuellement d'un patch de nourriture à un autre, alors que les individus sitter vont avoir tendance à rester toujours sur le même patch de nourriture. Donc cette différence de comportement peut induire une différence au niveau des interactions entre individus. Et donc aussi une différence au niveau de l'utilisation de l'information sociale. Donc on s'est demandé si les individus rover et sitter utilisaient différemment l'information sociale et l'apprentissage social. Et si, d'autre part, ils étaient sélectifs quant au choix de la source de l'information sociale. Donc auprès de qui, en fait, ils vont extraire l'information. Donc on a regardé s'il y avait ou non transmission sociale d'une préférence pour un site de ponte dans des groupes de rover, dans des groupes de sitter et dans des groupes mixtes. Autrement dit, si des observatrices rover pouvaient apprendre socialement donc, une préférence pour un site de ponte à partir de démonstratrices rover, si les observatrices sitter pouvaient apprendre d'autres sitters, et aussi si les sitters allaient apprendre des rovers et les rovers allaient apprendre des sitters. Donc pour ça, on a réalisé le même protocole que précédemment, sauf qu'au niveau des démonstratrices, on mettait soit des rovers, soit des sitters, et pareil au niveau des observatrices, on mettait des rovers ou des sitters. On a aussi préalablement regardé si les rovers et sitters pouvaient apprendre
le conditionnement aversif, donc notamment que subissent les démonstratrices. Et on s'aperçoit donc que les rovers et setters montrent un apprentissage normal, donc comme la souche sauvage, et qu'il n'y a pas de différence entre les deux niveaux. Maintenant, lorsqu'on regarde donc les résultats au niveau des observatrices, on s'aperçoit que les rovers observatrices apprennent aussi bien des rovers démonstratrices que des setters démonstratrices. Et d'autre part, les setters observatrices n'apprennent ni des rovers ni des setters. Donc ce résultat peut vouloir dire que les setters n'apprennent pas socialement une préférence pour un site de compte, ou que cet apprentissage et cette utilisation d'informations sociales peut dépendre du contexte social dans lequel elles se trouvent. En effet, des études ont montré qu'un individu pouvait réagir différemment suivant s'il se trouvait dans un groupe homogène ou dans un groupe hétérogène. Dans le groupe hétérogène, l'individu va être en présence de plusieurs informations sociales en même temps et porté donc par plusieurs types d'individus. Et dans ce cas, il peut réaliser un choix entre une information ou une autre et développer dans ce cas une stratégie. Donc on a voulu tester ça donc, avec les setters. Et donc on a placé des observatrices setters en présence de non pas un groupe de démonstratrices, mais deux groupes de démonstratrices. Un groupe constitué de 4 rovers et l'autre groupe constitué de 4 setters. Et ces deux groupes ont été conditionnés en fait à aller pondre sur le milieu opposé. C'est-à-dire que ici les rovers vont être conditionnés à aller pondre sur le milieu dégageant une odeur de fraise, et ici les setters vont aller pondre sur le milieu dégageant une odeur de banane. Donc ces deux groupes ont une information sociale contradictoire. Donc pareil, on réalise la même expérience que d'habitude et on regarde les résultats au niveau des observatrices setters. Et là, on s'aperçoit que les setters montrent une préférence pour un site de ponte et donc pour le même site de ponte que les démonstratrices setters. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des rovers et setters dans un groupe, les observatrices setters vont apprendre des autres setters. Donc il y a bien donc, une utilisation d'informations sociales suivant donc, qui est dépendante du contexte social. Ensuite, on a voulu savoir si le fait qu'il y ait des rovers et des setters dans le groupe suffisait pour induire justement cet apprentissage social au niveau des setters. Donc on a réalisé deux conditions. Donc toujours avec des observatrices setters, on les a placées avec cette fois donc, un groupe de démonstratrices rovers, donc conditionnées, et un autre groupe de setters, mais cette fois naïfs. Et dans la seconde condition, donc, on place les observatrices setters en présence d'un groupe de démonstratrices, cette fois setters, donc conditionnées, et un groupe de rovers, mais naïfs. On regarde donc au niveau des observatrices après la phase de test, et donc on s'aperçoit que les observatrices setters, lorsqu'elles sont placées en présence de démonstratrices spécifiques, donc setters, avec des rovers naïfs, apprennent donc des démonstratrices setters, donc comme précédemment. Et par contre, lorsque ces observatrices setters sont placées avec des démonstratrices rovers et un autre groupe de setters naïfs, elles ont tendance à aller sur le milieu opposé aux démonstratrices rovers. Donc en conclusion, les individus rovers et setters utilisent l'information sociale dans des contextes différents. Avec les setters qui vont apprendre d'autres setters et vont avoir tendance à éviter les rovers que lorsque justement les deux variants alléliques sont présents au sein du groupe. Et on peut dire d'autre part que les rovers sont moins sélectifs au niveau du choix de la source de l'information,
puisqu'ils apprennent autant des rovers que des sitters. Donc ici, en fait, on a un bel exemple des conséquences que peuvent avoir une variation intraspécifique, enfin, génétique intraspécifique, sur le comportement des individus et aussi sur l'utilisation d'informations sociales. Donc maintenant, pour savoir comment donc, la transmission sociale s'effectue, au sein, par exemple, de groupes homogènes ou hétérogènes dans ces cas-ci, on va filmer en fait les mouches pendant la phase de transmission sociale pour pouvoir donc étudier les interactions entre les individus, donc notamment entre démonstratrices et observatrices, pendant la phase de transmission sociale. Donc pour ça, on a un dispositif constitué de 4 caméras, donc qui vont pouvoir filmer simultanément donc 4 arènes, donc 4 phases de transmission sociale en même temps. Donc ici, les mouches démonstratrices et observatrices sont placées donc, dans des arènes, cette fois sans milieu, et sont laissées pendant 4 heures, où elles peuvent, donc, durant lesquelles elles peuvent interagir entre elles. Donc on les filme, donc on fait des vidéos de 4 heures de ces phases de transmission. Ensuite, on passe donc les mouches en phase de test, donc pour tester les observatrices. Et on va analyser donc, ces vidéos et à l'aide du logiciel Citrax, pouvoir suivre les individus. Donc normalement, c'est un petit film. Ouais, là. Bon, bah voilà. Donc juste pour vous montrer en fait comment sont traquées en fait les mouches. Donc vous voyez aussi que le logiciel les suit au niveau individuel. Et donc on peut mesurer les interactions entre individus. Et donc on sait qui sont bien sûr les observatrices et qui sont les démonstratrices. Et on va pouvoir ensuite analyser ces données pour, dans le but de construire des réseaux sociaux. Donc, merci de votre attention. C'est pas directement en rapport à la question de votre sujet, mais est-ce que vous avez cherché à tester si l'information qui est transmise, c'est plutôt une aversion pour la banane ou une préférence pour la fraise, en utilisant d'autres milieux ou... Oui, ben, c'est une des questions qu'on peut se poser. On a essayé, mais les résultats sont pas clairs. En fait, à la place de mettre, par exemple, un milieu aversif et un milieu, on va dire, appétitif, on mettait par exemple 2 milieux appétitifs, puisqu'on sait qu'il suffit de laisser en fait, des mouches avec le même milieu pendant un moment. On a une sorte d'induction, et après, la mouche va préférer justement le milieu qu'elle connaît. Mais au niveau de la transmission sociale, on a des résultats contradictoires, donc on n'a pas su si en fait c'était plutôt l'aversion ou l'appétitif qui était appris en fait. Du coup, sur quoi elles se basent les naïfs pour apprendre ça, sur l'odeur des Ah oui, alors notre hypothèse, c'est que les démonstratrices portent de l'odeur sur elles, et que par interaction, elles vont se passer l'odeur. Et les observatrices, donc sentant une, on va dire, bonne odeur sur les conspécifiques, donc les congénères, vont pouvoir apprendre donc, que c'est un bon milieu de ponte. Et ça reste une hypothèse. Les larves de sitters, quand ils sont en compétition, les larves de sitters sont plus compétitives que celles de rovers ou moins? Compétitive, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand les larves de rovers et de sitters qui sont en compétition pour des resseuses qui sont limitantes, oui. Est-ce qu'il y a un morphe qui est plus compétitif que l'autre? Je sais pas. Après, il y a une différence dans les déplacements. Donc on voit que les larves de rovers se déplacent plus que les larves de sitters. Après, dans des ressources limitantes, je ne sais pas si fréquence dépendant. De quoi? C'est fréquence dépendant la compétition. Oui, alors après, oui, il y a des... S'il y a plus de sitters, c'est les rovers qui gagnent, c'est plus de rovers, c'est les sitters. Mais je pensais pourquoi les sitters évitent les rovers. Je ne sais pas. Alors
ne sait pas s'ils les évitent ou enfin, ils les évitent pas, mais ils évitent de le... Oui, de les suivre. Enfin, ils font contre l'information, donc ils évitent d'aller où vont aller les rovers. Quoi. A priori, le truc hyper adaptatif et tout ça, c'est le rover, de toute façon, il va d'une ressource à une autre. Donc, quand un seater qui lui est tout le temps sur sa même ressource, il sent un truc de rover, le rover lui apporte aucune information, alors que le seater, lui apporte une information, parce que le seater, il est tout le temps là sur le bon milieu. Quoi. Et c'est pour faire une belle histoire. Mais c'est quand même le seater qui évite d'aller où il y a le rover. Oui, alors après, on sait qu'en fait, elles portent des phéromones sur la crue et ça leur permet de reconnaître si justement c'est un con spécifique ou si c'est un individu, on va dire, étranger. Et peut-être que c'est juste parce que l'individu est différent de lui qui va dire, bon, ben, peut-être qu'il ne faut pas que je le suive. Peut-être que c'est juste une histoire d'étranger et famille. Mais bon, ça, pareil, c'est une hypothèse. Ok, merci beaucoup. J'ai juste zappé à la fin, du coup là dans la nouvelle manip où on filme, il n'y a plus de milieu de repos dans les boîtes d'apprentissage, c'est ça? Oui, enfin, dans les ça. boîtes de transmission. Oui, on les met sans milieu de compte. D'accord. Mais il y a quand même transmission, on a fait les tests et il y a quand même une transmission. Parce que c'est la question que je me pose, pourquoi ne pas utiliser des boîtes juste sans rien du tout quoi. Oui, ben, au début en fait on pensait, parce que le conditionnement, enfin la phase de transmission durait beaucoup plus longtemps au début, parce qu'on pensait que c'était nécessaire que ça dure plus longtemps, donc si on laisse les mouches, elles vont se déshydrater et mourir, donc on ne pouvait pas les laisser sans rien pendant des heures en fait. Et on s'est aperçu après que 4 heures suffisaient pour avoir une transmission sociale, donc on a pu passer sans milieu de compte. Ok, Merci beaucoup Marine. Donc,